Et d'ailleurs, si on analyse l'ensemble du marché des SCPI, on se rend compte que sur les plus de 95 SCPI qui existent, plus d'un tiers, pour pas dire presque la moitié, sont nés il y a moins de 15 ans. Donc si une SCPI collecte plein d'argent et qu'elle est pressée d'investir, mécaniquement, la probabilité qu'elle investisse mal est plus élevée. On oublie de dire aux gens qu'il faut qu'ils adoptent un réflexe d'investisseur immobilier, pas un réflexe de je place mon argent sur mon livret A ou dans une assurance vie. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Tu le sais, il existe une manière plus passive d'investir en immobilier au travers des SCPI qui te permettent de t'exposer à des biens immobiliers sur différents secteurs, habitation, tertiaire, pour diversifier ton portefeuille d'actifs tout en bénéficiant de l'effet de levier. Mais gestion passive ne veut pas dire que l'on ne doit pas prêter attention ou être sélectif dans son choix d'allocation, même si l'on passe par des produits gérés comme les SCPI. Alors comment faire un choix informé et mieux comprendre les opportunités que représente ce placement? On en parle avec Jérémy Orfeo, qui est conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de la société de conseil Willim, et passionné par l'univers du non-coté et en particulier des SCPI. Au fil de la conversation, on verra ce que sont les SCPI, comment elles sont construites, par qui et comment elles fonctionnent, les flux de revenus qu'elles dégagent et les frais qui s'appliquent, les critères avec lesquels sélectionner les SCPI et évaluer les sociétés qui les gèrent, pourquoi certaines d'entre elles constituent des réserves et d'autres non, l'avantage d'investir dans des SCPI récentes aujourd'hui en dépit de leur historique moindre, et les points d'attention à regarder sur les plus anciennes. On verra aussi quelles stratégies on peut mettre en place pour améliorer sa performance et si l'on peut faire des coups avec des SCPI décotés. Bref, si tu t'intéresses aux SCPI, cet épisode va largement combler ta soif de connaissances et te donnera tout ce qu'il faut pour investir sereinement. J'avais demandé à Jérémy de tout donner sur un sujet qu'il connaît bien et tu verras qu'il a été généreux. Ça donne un contenu très dense et un format plus long que d'habitude pour aller en profondeur sur le thème en question. Tu apprécieras, je l'espère. Et avant de démarrer, je voulais remercier les soutiens du podcast, ces personnes qui nous aident à le faire connaître au plus grand nombre au travers de partages sur LinkedIn ou Instagram, d'avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à Clo003, Gigast et Niki Paris pour vos avis 5 étoiles sur Apple Podcast cette semaine. Clo003 qui commente podcast captivant, informatif et stimulant. Merci à tous, j'apprécie beaucoup. Merci aussi à l'ami Sylvain pour la recommandation de l'invité du jour. Allez, sans plus tarder, on se lance dans notre masterclass sur l'investissement dans les SCPI avec Jérémy. C'est parti. Salut Jérémy, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi, ça fait c'est très plaisir, c'était une recommandation d'ailleurs, je suivais un peu sur LinkedIn mais c'est Sylvain Joret, notre connaissance en commun qui nous a fait nous rencontrer aujourd'hui. On le remercie et en fait justement j'étais intéressé de parler avec toi pour explorer un peu plus en détail le merveilleux monde des SCPI dont on entend un peu parler mais on va pas forcément en détail, donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour parler de ça. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui qui te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Encore merci de me recevoir. Donc moi, Paco, ça fait aujourd'hui, donc je suis le dirigeant fondateur d'une société qui s'appelle Willim.fr, qui est une société de conseil en investissement sur Internet. Donc on a des clients chez Willim qui sont partout en France, à l'étranger, et qui nous sollicitent pour savoir aujourd'hui dans quoi il faut qu'ils investissent leur épargne. Voilà, on a tout type de profil. On a des clients qui investissent de 20 000 euros à plus d'1 million d'euros. Et donc moi ça fait 10 ans, donc Willim existe depuis 2019. Moi ça fait 10 ans que j'exerce le métier de conseiller en investissement financier, d'abord en banque privée, puis ensuite dans des cabinets spécialisés. Voilà, et donc j'ai une appétence forte pour l'univers du non-coté, qui est un univers qui me passionne, par opposition à tout ce qui touche au domaine de la bourse. Donc les fonds non cotés. Dans l'immobilier, le non coté, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans maintenant, les SCPI ont fait beaucoup parler d'elles. Et donc, il en existe quand même plus de 95 que je suis et que j'analyse depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle évidemment, parce que c'est un domaine que je connais très bien. Quels sont les points de contact, tes premières points de contact avec l'investissement SCPI, comment ça s'est fait et jusqu'à aujourd'hui en fait, ouais. Ouais, les premiers points de contact, en fait, déjà en banque, les banques ont des filiales qui sont des sociétés de gestion de SCPI. Donc, quand on travaillait en banque,
et qu'on parle de SCPI, on met toujours en avant la SCPI maison au client. Et donc, en mettant en avant la SCPI maison, on creuse que la SCPI maison. Et puis après, j'ai eu envie de voir ce qui se faisait par ailleurs sur le marché. J'ai notamment été chassé à l'époque par une plateforme de SCPI qui s'appelle Prime Alliance, qui existe toujours, qui référence toutes les SCPI du marché et qui est devenu aujourd'hui du coup un confrère slash presque concurrent parfois quand on se retrouve sur le web avec des gens qui veulent investir en SCPI. Prime Alliance revient régulièrement sur le devant de la scène. Et donc, je travaillais chez eux pendant plus de 5 ans, 7 ans. J'en étais le directeur responsable régional sur la région Sud-Ouest. Ce qui fait que moi, je suis implanté à Bordeaux aujourd'hui et que j'ai lancé ma propre entreprise il y a maintenant en 2019. Donc, ça commence à faire un peu plus de 4 ans. Voilà. Et à ce moment-là, à cette époque, il y avait donc des produits de SCPI, parce que la pierre papier, c'est quand même un produit qui est assez répandu en France, enfin assez vieux sur le paysage français, ouais. Les SCPI, ça existe depuis 50 ans, plus de 50 ans maintenant, 1966, milieu des années 60 du coup, pour les premières SCPI. Et ça s'est surtout fortement démocratisé depuis 10-15 ans maintenant. Et d'ailleurs, si on analyse l'ensemble du marché des SCPI, on se rend compte que sur les plus de 95 SCPI qui existent, plus d'un tiers, pour pas dire presque la moitié, sont nés il y a moins de 15 ans. Donc c'est dire le développement de cette industrie, de cet écosystème, de celui de la pierre papier, sur les 15 à 20 dernières années, alors que c'est des produits qui existent depuis le milieu des années 60. Donc ça veut dire quand même que il y a une demande, puisque on va dire sur les 10 dernières années, les collectes ont été très significatives, et notamment liées au fait que les investisseurs sont de plus en plus demandeurs de diversification, de mutualisation du risque et de confort, de tranquillité, puisque ce qu'apportent les SCPI, c'est avant tout c'est du confort de gestion, une rente immobilière, qui tombe tous les trimestres ou tous les mois, sans avoir à se préoccuper de plein de choses, que ce soit l'entretien du parc immobilier, les travaux d'amélioration, de restructuration et surtout la relation avec le locataire. Donc c'est tous ces atouts-là ont fait que les gens s'y sont intéressés et en plus de ça, on leur a proposé une offre qui était de plus en plus pertinente et large. La possibilité de se constituer des portefeuilles. On a commencé à parler de portefeuille de SCPI il y a tout juste 10 ans, alors qu'avant, c'était plutôt les banquiers qui disaient à leurs clients, mais investissez dans les SCPI et la SCPI maison, elle est super chouette. Faites-nous confiance, on est banquiers, donc venez chez nous. C'est toujours comme ça. Hein. Alors moi, j'ai pas vocation à taper uniquement sur les banquiers parce que c'est des professionnels que j'apprécie beaucoup. C'est juste dans la philosophie, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'enrichissement de l'information et l'accessibilité de l'information grâce au web et au digital notamment, les clients aussi regardent d'autres choses que ce que peut proposer la banque. Et effectivement, quand on parle de SCPI, on peut se rendre compte que il existe des latitudes d'investissement qui sont hyper vastes et hyper larges. Et quand on regarde vraiment de près, qu'on s'y intéresse, on se rend bien compte que les SCPI bancaires, bien qu'elles ont un gros historique et elles rassurent, si on veut chercher un peu plus d'opportunisme dans la stratégie d'investissement et de sélection des immeubles, souvent les sociétés de gestion qui sont un peu plus indépendantes, moins rattachées à un organisme bancaire, elles sont plus proactives et plus réactives dans leur politique de gestion. Voilà. En tout cas, c'est un avis que je porte, mais peut-être que les banques du coup vont être challengées, c'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est un constat qui est fait depuis 10 ans, quoi. Et alors justement là-dessus, quand tu parles, donc ça c'est plus au niveau de la distribution, j'ai l'impression que tu dis il y a des CPI bancaires qu'on pourrait poser à des CPI d'autres distributeurs. Justement, je voulais pour comprendre vraiment bien en fait. Pour les néophytes notamment, en fait, comment se construit en fait une SCPI, tu vois, comment ça fonctionne, comment ça marche, qui les produit, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu vois, voilà. Alors une SCPI, c'est donc une société civile. Donc comme souvent les gens sont habitués à
monsieur, madame, et créent une société civile en famille pour acheter des biens immobiliers et y mettent parfois les enfants pour travailler sur l'organisation du patrimoine. C'est quelque chose qu'on voit très classiquement à partir du moment où on commence à développer et structurer son patrimoine et qu'on réfléchit surtout à la transmission. La société civile immobilière vient très vite dans les échanges que l'on peut avoir avec son conseiller en gestion de patrimoine ou son expert comptable. Et ou d'ailleurs, parce qu'on travaille souvent en collaboration les deux. Et donc, c'est une société civile, mais qui a vocation à faire de l'appel public à l'épargne. Donc, contrairement à une SCI familiale qui reste dans le cadre familial, là, pour le coup, la SCPI, elle collecte de l'argent auprès de tout le monde. Toute personne physique ou morale qui souhaite investir dans une société civile de placement immobilier, c'est pour ça qu'il y a la terminologie placement dans le mot SCPI, peut investir dedans. Et donc, du coup, comme ça fait de l'appel public à l'épargne, ça nécessite une réglementation, un agrément qui est délivré, un visa qui est délivré par l'AMF pour sa commercialisation sur le sol français auprès d'investisseurs français, et ça peut être aussi des investisseurs étrangers, notamment des investisseurs européens, puisqu'on a une harmonisation de la réglementation au niveau européen sur tout ce qui est les typologies de fonds qui ressemblent au SCPI. Donc, société civile de placement immobilier, donc c'est une société civile, donc des parts sociales auxquelles les investisseurs peuvent souscrire. Et donc, quand ils souscrivent à ces parts sociales, il y a de l'argent qui rentre dans la SCPI. Et la SCPI, elle achète des biens immobiliers pour développer son patrimoine et assurer une distribution de loyers régulière aux investisseurs, donc tous les mois ou tous les trimestres. En moyenne, on est autour de 4,5% de revenus annuels distribués aux investisseurs en termes de revenus fonciers. Donc c'est un revenu, on pourra le détailler, mais c'est un revenu qui est net de frais, de charges de fonctionnement, avant impôt sur le revenu, puisque l'impôt sur le revenu, il est propre à chacun, puisque les SCPI ont cette particularité, comme les sociétés civiles immobilières à l'IR, d'être transparents fiscalement. Donc c'est le détenteur des parts qui paye l'impôt et c'est pas la société civile qui paye l'impôt pour le compte de l'épargnant. Et donc, du coup, on a cette régularité de distribution. On a une société civile qui détient un parc immobilier qui est diversifié, mutualisé. On parle beaucoup de mutualisation du risque quand on parle de SCPI. La mutualisation du risque, c'est le fait d'avoir plein d'immeubles à plein d'endroits différents, avec des locataires qui évoluent sur des secteurs d'activité différents, puisqu'on parle essentiellement en SCPI d'immobilier tertiaire, donc d'immobilier d'entreprise. C'est 90% du marché, c'est de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire bureaux, commerces, locaux d'activité, entrepôts logistiques, résidences de santé aussi, centres médicaux, hôpitaux, cliniques, centres spécialisés. Je fais une petite parenthèse là, juste par rapport à quand tu parlais de comment c'est construit, parce que j'entendais des investisseurs très avancés avec des gros patrimoines qui s'interrogeaient sur la stratégie de proposer à la vente, enfin de proposer finalement de créer une SCPI pour collecter de l'argent tout simplement et investir avec l'argent des autres. Et ça revient un petit peu à la question de qui peut construire, une SCPI. Alors, pour construire une SCPI, il faut donc déjà la SCPI, elle appartient aux épargnants. Ça, c'est quelque chose qui est important. Souvent, on considère, parce que dans l'environnement SCPI, tu as une société de gestion. Cette société de gestion, elle a ses collaborateurs et ses fondateurs. Et cette société de gestion, elle a un agrément pour exercer l'activité de société de gestion. Société de gestion immobilière, en l'occurrence là, ou société de gestion de portefeuille de fonds. Cette société de gestion, comme elle a un agrément pour gérer des fonds collectifs auprès de l'AMF, et tout le monde peut savoir qui sont les sociétés de gestion en France qui ont des agréments délivrés par l'AMF. Donc AMF, on l'a pas dit, mais ça veut dire Autorité des marchés financiers. C'est le régulateur dans le domaine de la gestion de fonds collectifs, qui dit telle société, elle est validée pour exercer cette profession. Donc vous pouvez être rassuré, vous, investisseurs, en allant confier vos fonds à cette société, parce que nous, AMF, Autorité des marchés financiers, on a fait tous les contrôles et les due diligence pour s'assurer que ces gens-là vont pas faire n'importe quoi avec votre argent. Voilà. Donc, une société de gestion, comme elle a cet agrément-là, elle peut créer une SCPI. Donc, elle va définir les statuts de la SCPI. Donc, chaque SCPI a des statuts qui peuvent faire 40, 50 pages
où il est stipulé quelle est la stratégie d'investissement, quelle typologie d'immeuble va être acheté, comment vont fonctionner les droits de vote en assemblée générale, parce qu'on parle de société civile, hein, donc chaque année il y a une assemblée générale, les porteurs de parts sont conviés à l'assemblée générale, ils peuvent voter à distance ou en présentiel. Maintenant, depuis la Covid, la crise de la Covid, on a eu évidemment une digitalisation des process qui s'est fortement accélérée, notamment dans tout l'écosystème SCPI, de la souscription à la gestion du quotidien. Donc au niveau du quotidien, les assemblées générales peuvent se faire parfois à distance, les votes peuvent se faire à distance. Donc en tout cas, il y a une totale transparence sur la gestion. Pourquoi ? Parce que la société de gestion, elle gère, et le porteur de parts, l'investisseur, le souscripteur des parts de SCPI, il est propriétaire des parts, et donc ce sont l'ensemble des associés qui sont propriétaires du patrimoine. Ce n'est pas la société de gestion. Mais généralement, c'est la société de gestion qui a l'initiative de la création d'une SCPI. Mais ça s'est déjà vu dans l'histoire, et ça, les gens ils peuvent, je pourrais donner des exemples précis, mais ça s'est déjà vu dans l'histoire des SCPI qu'une SCPI, que les associés d'une SCPI demandent à changer de gestionnaire. C'est arrivé de mémoire 2 fois. Enfin, en tout cas, autant que je m'en souvienne, et voilà, mais au moins 2 fois. Donc, c'est dire que c'est possible. Alors après, évidemment que tout se passe d'abord dans le dialogue, etc., avant le changement, mais ça peut arriver. Donc, c'est important de le dire. Mais c'est une société de gestion qui crée une SCPI. Donc, à ta question qui est-ce que n'importe qui peut créer une SCPI, je réponds assez simplement, évidemment que non. Pour autant, si quelqu'un veut se lancer, si quelqu'un qui a pour X ou Y raison une rentrée d'argent significative et se dit moi je vais investir dans l'immobilier, mais je préfère créer une SCPI pour permettre à d'autres personnes avec moi d'investir à mes côtés, il va falloir que cette personne-là, elle monte une société, elle recrute des collaborateurs qui ont des compétences bien spécifiques pour rendre éligible le dossier auprès de l'AMF pour monter une société de gestion avant de pouvoir imaginer monter une SCPI. Voilà. Non, après, il y a d'autres manières quand on veut monter des véhicules collectifs en immobilier. Donc là, tu verras, j'ai changé de jargon. Je parle plus de fonds, je parle de véhicules d'investissement parce qu'au niveau de l'AMF, on peut monter des véhicules d'investissement dans un cadre restreint d'investisseurs. Si par exemple, c'est des véhicules qui font moins de 8 millions d'euros de collecte et jusqu'à 150 investisseurs, on peut le faire dans un cadre restreint, format, on appelle ça dans le jargon club deal, où il n'y a pas besoin de visa et d'agrément de l'AMF pour le proposer parce qu'on se concentre sur un cercle restreint d'investisseurs. On n'est plus dans la logique d'appel public à l'épargne. C'est un point important. Voilà. Donc c'est quand même mais c'est pour les gens qui nous écoutent, qui veulent être rassurés sur les compétences, il vaut mieux s'adresser à des sociétés de gestion qui ont un agrément AMF parce que on sait que derrière il y a le régulateur qui a mis son nez et qui a validé toutes les compétences des gens qui vont faire la gestion du fonds. Voilà. Très clair. Donc ça, c'est pour t'expliquer un peu est-ce que tout le monde peut monter une SCPI ? Non, voilà, évidemment. Sinon, ça serait trop facile. Et d'un certain point de vue, ça peut paraître un peu risqué parce que ça voudrait dire que tout le monde pourrait un jour être podcasteur et le lendemain gérant de SCPI, alors que non, il y a quand même des compétences qui sont très spécifiques et qui nécessitent d'avoir une certaine expertise pour pouvoir rassurer les investisseurs. En tout cas, que les investisseurs soient rassurés de comment gérer leur argent. Donc on a une société, on détient des parts. La société, son job, c'est d'acheter de l'immobilier et de verser des revenus et revenus fonciers qui sont ensuite reversés à leurs propriétaires, donc les gens les épargnants. Il y a une histoire de dividendes aussi. Donc il y a 2 flux de revenus quand on achète des parts des SCPI, c'est ça ? Alors il y a qu'un seul flux de revenus. C'est juste que ce flux de revenus, il est depuis toujours, on le qualifie de dividende. Alors qu'en fait, c'est un abus de langage. Moi, je préfère insister sur la notion de revenu foncier parce qu'en fait, quand on parle de dividende, derrière, on s'attend à ce que fiscalement, ça soit traité comme un dividende, alors que fiscalement, c'est traité comme un revenu foncier. Donc, de manière abusive, on parle de dividende, on dit que les SCPI versent des dividendes trimestriels ou mensuels. Donc, au même titre qu'une société pourrait verser un dividende. Sauf que fiscalement, ce dividende, il est traité comme un revenu foncier. Donc moi, je préfère parler de revenu foncier régulier, mais quand on parle de SCPI, qu'on parle de dividende ou de revenu foncier, on parle de la même chose. Voilà.
C'est un flux mensuel ou trimestriel qui est issu de la location du parc immobilier. Donc, si on essaye de simplifier, imaginons une SCPI à 100 immeubles. Voilà. La SCPI, elle est propriétaire. Donc, les associés sont propriétaires des parts. La SCPI est propriétaire des immeubles. Elle encaisse des loyers. Ces loyers, ils sont encaissés comment? Mais parce qu'il y a un bail avec le locataire. Donc, pour certaines SCPI qui investissent dans l'immobilier résidentiel, c'est un bail d'habitation. Donc, classique, hein, avec, si le locataire veut partir, eh ben, un préavis de 3 mois ou de 1 mois selon les villes dans lesquelles on est. Ou alors, c'est un bail commercial quand il s'agit de bureaux, de locaux professionnels, de centres de soins, etc. Donc, le bail prévoit un loyer, la SCPI encaisse les loyers. Ensuite, elle paye des charges, la SCPI. Donc, c'est quoi les charges d'une SCPI? C'est l'entretien du patrimoine. C'est les frais de gestion qui sont payés aux gestionnaires, donc à la société de gestion qui a créé la SCPI. Donc, c'est comme dans la vraie vie. C'est comme quand on détient un appartement et qu'on le met en location à une agence immobilière. L'agence immobilière, généralement, elle prend un pourcentage annuel des loyers encaissés au titre de son activité de gestion. Voilà. Mais là, la SCPI, c'est pareil, c'est stipulé dans les statuts. Elle a X% de frais de gestion pour rémunérer. La société de gestion sera rémunérée sur X% des loyers encaissés annuels. Généralement, c'est autour de 10, 12, voire 15% selon les SCPI par an. Mais ça, c'est prévu dans les charges de la SCPI. Donc, la SCPI, elle encaisse les loyers. Ensuite, il y a des charges, j'ai dit les travaux, les frais de gestion de la société de gestion, c'est ce qu'on vient de voir. Et il y a parfois d'autres typologies de frais qui correspondent à... il y a des frais de transaction au sourcing du patrimoine immobilier. C'est-à-dire que la société de gestion, elle fait tout un travail de recherche des biens immobiliers dans lesquels investir. Et ce travail-là, il est aussi rémunéré par des frais qui sont dans le fonctionnement de la SCPI. Quand on enlève tous ces frais, donc les loyers moins tous ces frais, on a un résultat de la SCPI qui s'appelle le résultat courant. On a le résultat courant, et ce résultat courant, il est distribué aux porteurs de parts sous forme de dividendes, mais qui sont fiscalisés aux revenus fonciers. Voilà. Donc c'est ça, quand on le rapporte au prix de la part au 1er janvier, qui donne le fameux taux de distribution, qui est la rentabilité locative nette affichée aux investisseurs sur toute la documentation commerciale, donc bulletin trimestriel et plaquettes commerciales, qui sont présentées aux investisseurs pour leur dire, ben voilà, est-ce que vous devez, voilà les caractéristiques de rendement, de rentabilité de cette SCPI. Mais ce n'est pas le seul indicateur de performance. Il y en a un deuxième, c'est la valorisation du prix de la part. Puisqu'on parle souvent de rentabilité du taux de distribution quand on parle de SCPI. On pourra rentrer un peu plus dans un mode de calcul, etc. Mais en tout cas, on parle beaucoup du taux de distribution, mais on oublie souvent que l'immobilier, il y a l'immobilier locatif d'une manière générale, que ce soit de l'immobilier professionnel ou de l'immobilier d'habitation. Il y a 2 leviers de création de valeur. C'est le loyer qu'on perçoit, mais c'est aussi la valorisation du patrimoine immobilier. Et la valorisation du patrimoine immobilier d'une SCPI, on le voit où? Ben, il est répercuté systématiquement dans la valeur de la part que l'investisseur a souscrit, qui est une part sociale. Et cette valorisation dans le temps, cumulée au loyer qu'on perçoit, qui fait la performance globale de son investissement. Ça, c'est un point important. Alors aujourd'hui, il y a tout un débat sur est-ce que l'immobilier va monter ou baisser. C'est pas l'objet du podcast. Si tu me lances là-dessus, j'en ai pour 1 heure, donc on va peut-être pas y aller. Mais en tout cas, c'est une valorisation potentielle et c'est toujours un rendement potentiel. Rien n'est jamais garanti quand on parle d'investissement immobilier et c'est valable aussi pour les SCPI. Voilà. Ouais, non, et c'était un truc sur lequel je voulais te lancer du coup, pas forcément le marché de l'immobilier, mais là justement tous les types de rendement et de performance qu'on peut tirer des SCPI, parce qu'effectivement pour moi c'était pas forcément très clair à la différence. Maintenant ça l'est un peu plus parce qu'il y a 2 niveaux finalement, il y a la distribution et puis des revenus, et puis il y a l'autre flux de valeur, c'est quand on vend sa part, et s'il y a de la plus-value, bon bah voilà, on peut bénéficier de ça aussi. Juste pour rester sur ce premier flux, le taux de distribution, et comprendre parce que tu parlais d'un résultat courant qui est l'origine de cette distribution, c'est le résultat courant. Dans une société, typiquement, tu peux avoir un bon résultat mais t'es pas payé, par exemple. Tu vois, en termes de cash flow, t'as pas de cash. Comment ça fonctionne pour une SCPI? Est-ce que c'est en comptabilité de flux, ou est-ce que vraiment
Tu vois, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport, on peut penser au renversement un petit peu du marché parce que, enfin, quand on va dans les risques, parce que en fait, tu vois, ces pays peuvent avoir beaucoup d'impayés. Est-ce que ça veut dire que ça va impacter tout de suite mon rendement, moi, en tant qu'épargnant, tu vois, comment? Alors pour la notion de rendement, je vais te prendre un exemple qui est assez frais dans la tête de tout le monde, je pense, c'est le confinement. Je pense que voilà, c'était à l'échelle du temps, c'était hier, et donc c'est un exemple qui est très parlant à tout le monde. Donc je disais tout à l'heure, 90%, je dis 90% pour un chiffre rond, mais tout le monde l'aura compris, c'est une grosse partie du marché, c'est les professionnels qui sont dans la SCPI. Et donc il y a beaucoup de commerces qui ont été fermés pendant le confinement, des hôtels aussi. Pour autant, donc on était quand même dans une situation catastrophe pour le règlement des loyers parce que les entreprises souffraient. Et donc ça a eu un impact sur certaines SCPI parce que certains biens immobiliers à certains endroits avec certains locataires qui ont plus souffert. Alors il se trouve que pendant la crise, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été faites par les sociétés de gestion auprès des entreprises locataires pour faire en sorte qu'elles puissent passer ces quelques mois compliqués sans les mettre en difficulté, parce que les sociétés de gestion qui gèrent le patrimoine immobilier, leur priorité, c'est que les locataires restent en place, payent leur loyer pour verser les loyers aux porteurs de parts. Mais donc j'en reviens sur ce que tu disais. Effectivement, si les locataires ne peuvent pas payer le loyer et que tous les locataires ne peuvent pas payer le loyer, mécaniquement, ça aura un impact sur les porteurs de parts, sur le revenu qu'ils vont percevoir, sur leur compte bancaire. Néanmoins, c'est la mutualisation du risque que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les typologies d'immeubles, les emplacements des immeubles, les profils des locataires. C'est-à-dire un locataire, par exemple, pendant la crise du Covid, un locataire, un hôtel, par exemple, a été beaucoup plus en difficulté que j'ai cité plusieurs marques, un Aldi ou un Casino ou un Carrefour, qui avaient des autorisations d'ouverture parce qu'on est sur des besoins de première nécessité, c'est-à-dire l'alimentaire, et donc qui a continué à tourner, voire même qu'il y a eu pour certains, ils ont fait des bénéfices records. Donc, la multitude de profils de locataires dans la SCPI contribue au fait que même si on est dans une situation compliquée à un moment donné, on continue à percevoir des revenus. Donc, si je te fais un bilan un peu de ce qui s'est passé pendant la période du confinement où c'était le pic de la crise, les SCPI qui étaient propriétaires à 100% d'hôtels, c'est celles qui ont le plus souffert. Quand je te dis le plus souffert, c'est-à-dire qu'habituellement, elles avaient une distribution à peu près de 4,5 à 5%. Pour certaines, elles sont tombées à 2,5, d'autres même à 1,5 pour les porteurs de parts. Mais malgré tout, la diversification des locataires, des emplacements, des biens, etc., enfin des murs, parce que les SCPI ne sont jamais propriétaires du fonds de commerce, elles sont propriétaires des murs. Mais si l'exploitant a du mal à payer son loyer, voilà. Mais grâce à la diversification, on va dire le scénario catastrophe de la SCPI qui a le plus souffert sur ce secteur-là a distribué du 1,5%. Donc ils ont même pas distribué zéro. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on me parle toujours de la notion de risque, je dis toujours tout risque doit être relativisé par rapport à la réalité du contexte, de la manière dont c'est géré, etc. Donc je le redis, on parle toujours de performance potentielle, de rendement potentiel quand on parle de SCPI, de valorisation éventuelle potentielle du patrimoine immobilier. Mais quand on, c'est pour ça que moi, tous mes clients, je leur dis, avant de vous dire c'est quoi la meilleure SCPI, dans quoi j'investis, est-ce que la SCPI c'est génial ou pas, intéressez-vous à tous les mécanismes de création de valeur pour mesurer, évaluer, vous, de votre côté, le risque que vous prenez dans votre investissement. Et en immobilier, l'avantage, c'est qu'on parle d'emplacement, de typologie de locataire, donc c'est quand même intelligible et compréhensible. Donc, le risque, c'est ça. Donc, je t'ai pris le scénario un peu catastrophe. Mais oui, effectivement, il faut bien voir que la SCPI, ses revenus, c'est les loyers des locataires. Donc, il faut faire attention à ce que demain, on se projette, on se dise, voilà, dans un scénario catastrophe, le patrimoine immobilier de la SCPI dans lequel j'investis, comment il se comporterait? Est-ce que ça baisserait? Est-ce que ça augmenterait? Et c'est pour ça que on a tendance à travailler sur la constitution de portefeuille, c'est-à-dire quand j'ai des clients qui veulent travailler sur la création d'une rente immobilière
sur les 5 à 10 prochaines années, eh bien on se projette et on se dit voilà, est-ce que il vaut mieux pas, par exemple pour souvent les profits de certains clients, c'est j'ai vendu un bien 200 000 euros par exemple, ou 150 000 euros, ou 300 000 euros, j'en ai marre des locataires que j'ai eus. Du coup, qu'est-ce que je peux en faire? Je m'intéresse à la SCPI parce que j'ai entendu parler. Et ben là, on va travailler sur de la diversification. On va pas en faire qu'une seule. On va travailler sur peut-être on va investir une partie sur l'immobilier résidentiel, une partie sur l'immobilier plutôt de bureau, une partie sur l'immobilier de logistique. Parce que en fait, ce qui est valable un jour n'est pas valable toujours. L'hôtellerie pendant la crise a souffert. Mais là, tu vois, le marché de l'hôtellerie est vachement reparti parce que, notamment en France et en Europe, parce que la Chine a réouvert les frontières, parce que les touristes américains reviennent beaucoup en Europe. Il y a plein de données là-dessus. Si les gens nous écoutent, veulent aller plus loin, ils pourront voir sur Internet. Et ça confirmera tout ce que je suis en train de dire. Les informations que je les sors pas de ma tête comme ça. C'est des analyses qu'on fait en permanence, qu'on étudie le marché. Aujourd'hui, on parle beaucoup le bureau. Est-ce que avec le télétravail, il faut toujours investir dans l'immobilier de bureau? Voilà. C'est des débats que j'ai tous les jours avec mes clients et je leur apporte des données chiffrées pour donner des réponses. Mais ce qui est valable à un moment donné ne le sera pas toujours. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours sur la logique de diversification du patrimoine immobilier des clients en sélectionnant plusieurs SCPI un portefeuille parce que ce qu'on souhaite, c'est travailler sur la régularité du revenu dans le temps et cette régularité, elle se travaille par la diversification. C'est un peu la conclusion de à ta question, c'est la diversification et la mutualisation du risque qui fait qu'au final, les SCPI travaillent sur la stabilisation de leurs résultats courants moyens sur l'ensemble des secteurs des loyers qu'ils perçoivent, de manière à maintenir, voire à faire progresser dans le temps les revenus qu'ils versent à leurs associés. Oui, donc c'est vraiment ça qui mitige le risque, c'est cette diversification. Mais en termes de mécanique, on est d'accord que s'il y a un impayé du propriétaire du fonds de commerce dont on a les murs, du gérant notamment, il est directement impacté. Il impacte directement. S'il y avait il n'y avait pas de diversification, mais un seul business en fait, un seul mur d'un seul commerce, ça serait immédiat l'impact de l'impayé. On est d'accord, à moins que la SCPI, encore une fois, fait des réserves, quoi, tu vois. Ouais. Ça serait immédiat. Alors, il y a une notion quand même à prendre en compte, c'est que les SCPI, alors pas toutes, mais certaines, elles ont la possibilité de constituer des réserves de distribution, mais toutes ne le font pas. Alors, la grande majorité des SCPI le font, mais toutes ne le font pas. Alors, celles qui le font pas, elles expliquent pourquoi elles le font pas. Et si tu veux que je te réponde je te donne une potentielle question, tu pourras m'interroger là-dessus, mais effectivement, il y a des raisons à ce qu'elles ne le fassent pas. Mais comme pour une société classique, quand tu as ton résultat courant, tu peux décider de tout distribuer ou en distribuer qu'une partie. Si tu en distribues une partie, tu constitues ce qu'on appelle un report à nouveau. Ça, c'est s'il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils auront l'habitude de ça en comptabilité. On parle de résultats distribuables, distribués, etc. Donc il y a le résultat courant qui est le résultat distribuable par la SCPI, et après il y a le résultat qui est réellement distribué aux porteurs de parts. Certaines SCPI distribuent 100% chaque année du résultat distribuable, d'autres en distribuent 90 ou 95%, et le solde, elle le conserve en report à nouveau, en réserve, et ces réserves, elles sont là pour faire face à d'éventuelles vacances locatives plus importantes qu'à l'habitué ou contexte économique difficile et donc niveau d'encaissement des loyers plus réduit pour maintenir le même taux de distribution porteur de parts. Donc ce mécanisme de réserve, il existe aussi chez les SCPI. Ça s'appelle le report à nouveau. Voilà. D'ailleurs, il y a des réserves il y a deux types de réserves, il y a trois types de réserves dans les SCPI. Il y a les provisions pour le gros entretien du patrimoine qu'elles mettent en place chaque année. Elles ponctionnent une partie des loyers pour mettre en place ces provisions pour entretenir le patrimoine. Il y a les réserves de distribution, donc le report à nouveau, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en détail. Et il y a une troisième typologie de réserve qui s'appelle les réserves de plus-value, qui sont constituées au fil de l'eau par la cession de certains actifs, parce que les SCPI, elles n'ont pas vocation à dire j'investis, après je bouge plus. Elles font tourner le patrimoine, elles disent cet actif-là, il est plus stratégique dans mon patrimoine immobilier, donc je préfère le céder à un moment donné où je sens que je peux en dégager une plus-value pour réemployer les sous, pour employer le capital
issu du fruit de la vente sur un nouvel actif, un autre endroit que j'estime plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 5 ans, par exemple. Et donc, quand elles vendent en plus-value, ces plus-values-là, elles sont stockées dans un compte du bilan. Et elles sont soit stockées dans la SCPI et réinvesties, soit parfois elles peuvent être distribuées, ces plus-values constatées et générées. Et donc elles contribuent aussi à accroître le dividende annuel perçu par les porteurs de parts. Donc elles ont des leviers en fait pour maintenir ou faire progresser à certains moments le dividende qu'elles versent aux porteurs de parts. Dans un court instant, on verra comment sélectionner les SCPI, influer sur leurs décisions de gestion et considérer le niveau de réserve qu'elles constituent. À tout de suite. Alors justement, je voulais en venir avec toi sur comment sélectionner les SCPI et quels critères regarder pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Ça faisait partie d'ailleurs des questions que j'avais, ces deux aspects importants là, sur ce que tu viens de dire maintenant, donc on peut peut-être les adresser tout de suite. Le premier, c'est par rapport au niveau de contrôle que tu as quand tu es détenteur de parts de SCPI, ce que tu disais un petit peu plus tôt, qu'il y a eu des sociétés de gestion qui avaient été jetées dehors, remplacées par décision de l'AG. Mais moi, je serais intéressé de savoir comment le rapport de force il est et comment tu peux avoir un poids pour améliorer ta performance. Typiquement, s'il y a une possibilité en termes décisionnels de réinvestir des fonds, de vendre des biens, de faire pas mal de choses qui peuvent affecter ma performance, qu'est-ce que moi en tant que porteur je peux apporter. Puis après, une autre question plus tard, mais voilà. C'est une très bonne question. Alors, déjà, quand on investit en SCPI, il faut partir du principe qu'on est dans un état d'esprit où on va déléguer. On va déléguer parce que ce qu'on veut, c'est être dans un. Mais déléguer ne veut pas dire l'absence de contrôle. Voilà. Donc, mais déjà, on se met dans une dynamique où on va déléguer. On va déléguer la gestion, on va déléguer le choix des immeubles qui vont être achetés par la SCPI. On va déléguer ça à des gens qui sont des professionnels de l'immobilier, de la gestion immobilière et qui savent ce qu'ils font, a priori. Donc, comme on part du principe qu'ils savent ce qu'ils font, on leur délègue, on leur fait confiance. Maintenant, dans le fonctionnement d'une SCPI, il y a des mécanismes de contrôle qui permettent à un moment donné, je vous le disais tout à l'heure, c'est arrivé à ma connaissance là tout de suite au moins 2 fois, de changer de gestionnaire. Alors le premier organe de contrôle, c'est le conseil de surveillance. Donc ça fait partie des obligations réglementaires imposées par l'AMF, enfin tous les champs de législatifs qui tournent autour du mécanisme SCPI pierre-papier. C'est que les SCPI, dans leur statut, elles ont l'obligation de créer un organe qui s'appelle le conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance, il est élu par les associés. Et ce sont des associés qui se présentent pour faire partie de ce conseil de surveillance. Et donc, selon la taille des SCPI, il peut être de 5, 7 ou 8 membres. J'ai pas le détail en tête là tout de suite des différents leviers, mais il y a au moins 5 membres en général, 5 ou 6 membres du conseil de surveillance. Donc c'est moi par exemple, je suis associé de SCPI et je peux dire pour cette SCPI, je me présente parce que je veux être membre du conseil de surveillance. Et le rôle du conseil de surveillance, c'est de discuter avec la société de gestion, de faire des réunions avec elle pour analyser, comprendre ce qu'ils sont en train de faire et où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent amener la SCPI. Et ensuite, chaque année, lors de la publication du rapport annuel, puisque chaque SCPI doit publier chaque année un rapport annuel, généralement il est publié autour du mois de juin de chaque année, et dans ce rapport annuel, il y a 1, 2 ou 3 pages selon l'envie rédactionnelle du conseil de surveillance, qui est l'avis du conseil de surveillance sur ce qui a été fait au cours de l'année, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc., etc. Et c'est arrivé qu'un conseil de surveillance mette en alerte ou informe les associés du fait qu'ils sont pas d'accord avec ce qui est en train de faire par la société de gestion pour X ou Y raison, en motivant toujours, voilà. Et c'est dans ce contexte-là que l'associé, lui, est informé, parce que c'est pour ça que moi je dis à tous mes clients, si vous devez vraiment à un moment donné vous impliquer, c'est plus sur l'élection du conseil de surveillance. Après, je peux comprendre que chaque année être présent à l'Assemblée générale, parce que on n'est pas obligé d'être présent à l'Assemblée générale. On peut donner pouvoir au président de l'Assemblée générale de voter à notre place.
Euh, mais je dis au moins renseignez-vous sur les gens que vous élisez au conseil de surveillance parce que c'est eux finalement qui vont avoir le regard sur et vous informer ou vous alerter quand s'il y a besoin d'être alerté. Bon, ça arrive très rarement que les gens se rassurent. Hein. Franchement, les avis négatifs de conseil de surveillance, globalement les CPI sont bien gérés. Moi c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est vous investissez pas sur les marchés actions. Donc, le risque que vous perdiez du jour au lendemain 100% de votre capital, il est quand même très limité. Encore une fois, c'est pas garanti, etc., mais c'est quand même très limité. Donc, il n'y a pas de SCPI qui sont gérés de manière catastrophique, où les gens vont perdre leur argent s'ils confient leurs capitaux. En revanche, moi, je sais qu'il y en a certaines, selon moi, selon les analyses, parce que nous, on a une matrice d'analyse qui est, toutes les données des SCPI, on les a référencées sur un outil interne qui nous permet de les comparer, de les évaluer, de voir l'évolution sur des durées de 15-10 ans et voir un peu quelles peuvent être les perspectives en essayant de les anticiper. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, il y a des indicateurs qui permettent quand même d'essayer d'anticiper un peu les choses. Il y a des SCPI qui sont mieux gérés que d'autres. Voilà. Selon ces analyses que l'on mène pour un tas de raisons, mais il n'y a pas de SCPI catastrophique en matière de gestion. Mais le conseil de surveillance, donc je raccroche un peu le wagon, donc l'organe de contrôle, c'est le conseil de surveillance et les investisseurs peuvent avoir confiance en lui. Donc c'est ça en fait la manière dont et donc on peut un jour le conseil de surveillance peut dire on met à l'ordre du jour de l'assemblée générale le fait de changer de société de gestion. Mmh. Et alors généralement c'est une AGE, c'est une assemblée générale extraordinaire pour le coup parce qu'on fait pas ça en assemblée générale ordinaire. C'est une assemblée générale extraordinaire qui est convoquée pour demander aux porteurs de parts est-ce qu'ils veulent ou pas changer de gestionnaire. Alors généralement la première étape, c'est de dire oui. Après, il faut trouver l'autre gestionnaire qui accepte de reprendre la gestion. Donc, il faut que ce soit une société de gestion agréée par l'AMF, toujours pareil. Hein. Et ensuite, la nouvelle société de gestion peut être proposée en assemblée générale extraordinaire, une nouvelle. Hein. Et donc il faut qu'il y ait la majorité des investisseurs qui soient d'accord, des souscripteurs qui soient d'accord, selon encore une fois ce qui est prévu dans les statuts pour ce type de décision. Mais c'est possible, ça existe. Donc, il y a un vrai pouvoir de contrôle. A posteriori de son investissement. Et a priori, comment juger de la qualité de gestion d'une société de gestion avant même de commencer à mettre des billes, en fait? Sur quels critères? Alors, ça va dépendre. La première chose, quand on parle de gestionnaire, il y a des hommes. Donc, dans des sociétés de gestion, il y a des collaborateurs. Ces collaborateurs, comme toi et moi, on a un CV, on a une expérience. Par contre, on peut avoir une connaissance au moins des dirigeants. C'est-à-dire un peu ceux qui vont représenter, qui recrutent les collaborateurs, qui vont représenter. Donc, au moins une petite idée de qui sont les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, pourquoi ils en sont là aujourd'hui, quelle est leur légitimité sur tel ou tel marché. Donc ça, c'est un des points pour moi fondamental, c'est de savoir à qui on confie son argent en termes de compétences et de connaissances. Parce que chaque marché immobilier a ses spécificités. Quand je suis rentré dans la vie active, on disait quand même que globalement investir dans l'immobilier, à partir du moment où il fallait investir, et globalement le marché était assez porteur pour se dire que quel que soit l'investissement, alors vraiment on pouvait toujours se planter, mais grosso modo quel que soit l'investissement qu'on faisait, on savait qu'on allait être tiré vers le haut, plus ou moins selon qu'on fasse un meilleur investissement que notre. Aujourd'hui, on parle plus de macro quand on parle d'immobilier, on parle de stratégie micro, c'est-à-dire que il y a des multitudes de marchés immobiliers qui ont des multitudes d'évolutions, d'histoires différentes. Aujourd'hui, vous prenez une ville, 3 artères différentes peuvent avoir 3 évolutions de marchés différentes. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que quand on investit dans l'immobilier résidentiel, il faut avoir une connaissance de ce marché qui va pas être les mêmes connaissances que quand on investit dans l'immobilier de bureau, ou quand on investit dans des locaux professionnels, ou quand on investit dans l'immobilier de logistique, ou quand on investit dans l'immobilier de santé au sens large du terme, c'est-à-dire EHPAD, cliniques, hôpitaux, centres de soins, etc. Du coup, il faut savoir si les gens qui se disent moi je vais gérer une SCPI de bureau ou une SCPI de logement, est-ce que les gens qui font ça, ils ont une expérience sur ce marché-là? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'intéresser à la société de gestion, à son histoire, à ses dirigeants, pour comprendre est-ce qu'on confie son argent sur tel et tel marché aux bonnes personnes. Alors ça c'est une première chose.
Ensuite, donc tu me disais toujours a priori, alors ça dépend des typologies des SCPI. Quand c'est des SCPI qui existent depuis 15, 20, 30 ans, un premier réflexe naturel, c'est d'aller voir un peu ce qui a été fait par le passé. Parce que même si, encore une fois, il n'y a pas d'assurance que ça se reproduise dans les années à venir, on peut avoir des tendances. Voilà. Donc, par exemple, sur l'évolution du parc immobilier, sur l'évolution du nombre d'immeubles, sur les typologies d'immeubles dans la SCPI. Est-ce que finalement, avant, ils achetaient que des petits actifs, et aujourd'hui, ils sont que sur des gros? Pourquoi ils sont passés des petits aux gros? Faut se poser des questions, en fait. Comme si on achetait un appartement pour soi-même. Je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à trop vulgariser l'investissement SCPI. Je trouve que vouloir rendre les choses plus simples et plus compréhensibles par le plus grand nombre, c'est bien. Trop vulgarisé, on oublie de dire aux gens qu'il faut qu'ils adoptent un réflexe d'investisseur immobilier. Pas un réflexe de je place mon argent sur mon livret A ou dans une assurance vie, sur un fonds euro. Il faut que je creuse vraiment là où je vais mettre, où la société de gestion à qui je vais confier mes billes va investir. Donc ça, c'est les SCPI historiques. On peut regarder les indicateurs depuis 15-20 ans. Et ouvrir le capot de la SCPI, il faut que les gens sachent que quand vous prenez le rapport annuel d'une SCPI, donc là, il y a les premiers rapports annuels qui ont commencé à être publiés pour l'année 2022. Vous avez 2 pages, enfin après ça dépend de la taille du patrimoine, mais dans le rapport annuel, vous avez des pages qui sont dédiées à vous expliquer la liste des immeubles qui sont détenus par la SCPI. Donc vous avez tous les immeubles qui sont listés, c'est obligatoire, hein. Tous les immeubles qui sont listés, les adresses. Alors je vous dis pas qu'il faut checker toutes les adresses de toutes les SCPI mais au moins s'il y a une SCPI que vous dites celle-là je la sens bien, parce qu'il y a toujours un aspect un peu irrationnel parfois dans l'investissement, il y a des choses qu'on sent plus que d'autres. Ben allez voir quand même la liste de ces immeubles pour vous dire voilà. Alors ne pas adopter ne pas être dans l'extrême qui est de dire parce qu'il y a 2 biens ou 3 biens sur 100 immeubles ou même 5 ou 10 biens sur 100 immeubles qui vous plaisent pas, que vous n'allez pas investir dans cette SCPI, parce qu'il faut garder en tête que le rôle d'une société de gestion, c'est à un moment donné d'investir parce qu'il y a des opportunités, de céder, peut-être que les biens que vous aimez pas, ils ont prévu de les céder dans les 5 années, donc il faut pas non plus... Mais si la majorité des biens vous plaisent pas, vous posez-vous des questions là, par exemple. Voilà, mais n'hésitez pas à les regarder. Voilà, et après on peut regarder est-ce que il y a le patrimoine, comment il a été entretenu, ça c'est écrit, il y a tout un pan dans le rapport annuel sur la politique de travaux et d'entretien, qu'est-ce qui a été provisionné. Enfin, j'entends bien, mais peut-être d'après ce que j'entends, ce que je comprends, c'est quand même que il y a plus intérêt à aller sur des grosses CPI avec un gros historique. Notamment aussi parce qu'elles sont plus structurées, et donc en termes de liquidité, qui est le gros point noir en fait des parts de SCPI, que c'est pas forcément liquide, on peut en avoir un peu plus. Tu vois toi un intérêt à pas aller là-dedans, pas aller dans les grosses SCPI qui ont de l'historique et qui ont de la liquidité? Il faut imaginer que les SCPI, les grosses SCPI, les SCPI historiques, les SCPI anciennes, elles présentent le gros avantage de rassurer. Elles rassurent parce qu'on a un track record. Donc on a un historique. Elles rassurent parce que souvent elles ont un nombre important d'immeubles. Alors ne pas faire d'amalgame quand on parle de taille de SCPI, quand on parle de grosse SCPI versus petite SCPI. Moi, quand je parle de grosse SCPI, c'est pour ça que je précise, je parle en termes de nombre d'immeubles. À ne pas confondre avec la capitalisation de la SCPI, qui est 2 choses différentes. Une SCPI qui a une grosse capitalisation n'a pas forcément plus d'immeubles qu'une SCPI qui a une taille moyenne. Vous pouvez avoir des SCPI qui font 400 millions d'euros de capitalisation versus une SCPI qui fait 1 milliard, et celle qui a 400 millions d'euros de capitalisation, comme elle achète de plus petits immeubles, elle va avoir plus d'immeubles que celle qui a 1 milliard d'euros de capitalisation. Donc moi, quand je parle de taille, je parle de granularité, c'est-à-dire un nombre d'immeubles versus la capitalisation. Donc on va avoir une visibilité sur généralement ils ont une taille plus importante, donc plus d'immeubles, on a un historique, il y a une société de gestion qui est généralement présente depuis de nombreuses années, donc ça rassure, avec plein de collaborateurs, etc., etc. Mais par contre, vous pouvez avoir aussi des grosses sociétés de gestion avec plein de collaborateurs qui lancent de nouvelles SCPI, ça existe aussi. Donc bon, mais en tout cas sur les SCPI anciennes, elles rassurent pour ça. Mais
Pour autant, donc comme c'est les CPI pour la partie CPI à capital variable, c'est-à-dire qui collectent en permanence, ce sont des CPI depuis 10 ans qui ont beaucoup collecté et donc qui ont investi à des momentum de marché différents, sur des cycles différents depuis 15 ans, mais dans une période, pour les 10 dernières années en tout cas, où les taux sur les marchés étaient baissiers, donc où l'appétit à l'achat et à l'investissement sur le marché était plus important, et où les taux de rendement des actifs immobiliers se sont compressés, parce que valorisation de la valeur des actifs. Donc ça veut dire qu'elles ont en patrimoine des actifs immobiliers qui ont une rentabilité moyenne X, généralement entre, on va dire, 5,5 et 6%, pour distribuer en moyenne 4,5, si tu enlèves tous les frais, etc. Bon, on va dire à peu près, pour les CPI historiques, elles vont avoir, voilà, entre 4,5 et 5,5% de rendement moyen sur leur ensemble de patrimoine, pour pouvoir verser entre 3,5 et 4,5 pour les plus anciennes. Alors que les CPI récentes, qui collectent aujourd'hui, qui commencent à collecter, qui collectent depuis 2 ans, elles se retrouvent aujourd'hui face à un contexte où là où elles vont le plus collecter sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et donc, elles arrivent à un moment de marché où on constate que, en tout cas pour tout ce qui touche au domaine de l'immobilier de bureau ou de commerce, il y a des opportunités qui se créent parce que il y a des gens qui sont prêts à accepter des baisses de prix, des vendeurs qui sont prêts à accepter des baisses de prix. Et donc, elles vont pouvoir potentiellement saisir des opportunités pour acheter à des rendements supérieurs que ce qu'elles pouvaient acheter il y a 1 an ou 2, tu vois. Donc, alors, je te fais il y a l'argument et le contre-argument. Ça, c'est l'argument en faveur des CPI récentes, puisque on va dire qu'elles ont tout à construire aujourd'hui. Dans, a priori, un contexte de marché qui va être plus favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs. En tout cas, c'est le cas en ce moment. Je peux donner un chiffre, mais sur l'immobilier de bureau, sur le marché de l'immobilier d'entreprise, il y a des entreprises comme des gros brokers immobiliers, donc des gros courtiers immobiliers comme CBRE, Frank Knight, etc., qui font des publications. Et la dernière publication révèle que sur l'immobilier de bureau, il y a 40 à 45% de volume de transactions en moins par rapport à l'année dernière, sur le premier trimestre. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment un coup de frein des niveaux de transactions sur le marché. Et du coup, parce qu'il y a moins d'acheteurs. Et donc, s'il y a moins d'acheteurs, les acheteurs sont en position de force. Donc, il y a des négos qui s'installent. Et donc ça veut dire que les institutionnels dont font partie les CPI, elles ont des capacités d'investissement, parce qu'elles investissent quasiment en tout cash, qui sont là sans conditions suspensives, et donc ils peuvent faire des propositions à un moment donné où certains vendeurs acceptent. Donc il y a des opportunités à se créer. Donc les CPI récentes, elles ont cet avantage-là qu'elles sont en phase de constitution de patrimoine dans un contexte d'achat, de prix à l'achat, qui, a priori, sur le papier, apparaît comme étant plus favorable qu'il y a 2 ans. Donc là, l'enjeu pour les SCPI historiques, ça va être d'avoir une capacité à dire, OK, aujourd'hui, on va céder certains actifs qu'on considère comme non stratégiques pour utiliser les fonds pour acheter, pour monétiser de nouveaux investissements avec des niveaux de rentabilité plus élevés. Et là, ça va être le vrai travail d'asset manager, de dire ça je vends, ça je rachète, ça j'arbitre. Et ça, nous, c'est notre connaissance des acteurs du marché qui fait qu'on sait où il vaut mieux aller. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de fait d'avoir des réserves, de décider de faire des réserves ou pas, qui est un acte de gestion sur lequel tu peux aussi baser ta décision ou non d'aller ou pas pour un SCPI. Tu peux nous donner un peu les raisons peut-être derrière, les choses qu'il faut observer avant d'acheter des parts sur par exemple une SCPI qui fait beaucoup de réserves ou à contrario qu'en fait pas du tout. Alors déjà il faut savoir que il y a des SCPI qui font pas de réserve et elles ont pris la décision de ne pas en faire pour une question fiscale, mais pour le porteur de part. Quand on est porteur de part, on est taxé à l'impôt sur le revenu sur le résultat courant et non pas sur le résultat distribué. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où la société de gestion décide de constituer des réserves, l'associé va être imposé sur le revenu qu'il perçoit, mais aussi sur les réserves qui ont été constituées. Et
les SCPI, les sociétés de gestion qui décident de ne pas constituer de réserve, elles le font parce qu'elles disent, moi je verse tout ce que le résultat courant au porteur de part, parce que pour lui, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, puisqu'au final, c'est ça. Et s'il avait investi dans un immeuble en direct et qu'il avait eu un locataire qui part et qu'il aurait touché moins de loyer, ben, il aurait accepté de toucher moins de loyer parce qu'il aurait compris. Donc, ces sociétés de gestion qui versent la totalité des revenus, elles disent, nous, on n'est pas là pour gérer et faire en sorte que le revenu soit tout le temps le même ou en progression. Nous, on est là pour reverser ce qu'on a réussi à générer dans l'année aux porteurs de parts. Que ça soit haussier, baissier ou que ça stagne. L'inconvénient de ce discours-là, pour le porteur de parts, c'est que lui, quand il fait un crédit, par exemple, puisqu'on peut acheter les parts de SCPI à crédit, il sait que le loyer peut fluctuer comme ça s'il achetait un appartement et que un jour son locataire s'en va et que pendant 2 mois il n'a pas de locataire et qu'il rembourse quand même son crédit. Alors là, pour le coup, il n'y a jamais 0 €. Hein. Il n'y a jamais une SCPI, même si elle peut baisser son loyer, c'est possible qu'elle verse 0, mais dans l'histoire de la SCPI, voilà, j'ai pas un exemple en tête où une SCPI de rendement a versé 0 € de loyer à ses porteurs de parts. Donc ça, c'est la raison fiscale pour laquelle ces SCPI versent tout. Et les autres disent, nous, on veut quand même être prudente, comme société de gestion, et donc on veut constituer ce matelas de sécurité pour faire que même si l'associé paye un peu plus de fiscalité sur le revenu parce qu'il par rapport à ce qu'il a perçu, on le protège en constituant ses réserves. Voilà. Moi, mon avis, c'est que il n'y a pas une recette qui va être mieux qu'une autre. Ça dépend comment l'investisseur perçoit son investissement. Si ce qu'il veut, c'est faire en sorte que le loyer soit le plus stable possible en mettant ceinture, bretelles et parachute au maximum, mieux vaut aller sur des SCPI qui ont des réserves de distribution. Voilà. C'est encore un élément qui rassure encore plus l'investisseur. Par contre, si cet aspect fiscal que je viens d'exposer l'embête, il vaut mieux aller sur les SCPI qui constituent pas de réserve. Voilà. Sachant qu'on peut faire un mix des deux aussi. Bon, voilà. Après, c'est la stratégie de constitution de portefeuille, mais. Voilà. D'accord. Je voulais t'emmener justement maintenant plus vraiment sur les stratégies possibles et les petits peut-être les petites astuces ou les trucs qui peuvent marcher ou pas. On n'est pas là pour donner des conseils évidemment, mais et je pense, moi j'en ai un en tête notamment, mais tu me diras si tu le valides, s'il y en a d'autres, mais par exemple le fait d'avoir des actifs qui sont à l'étranger avec les conventions fiscales notamment qui améliorent la performance. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça un peu? Alors, évidemment que la diversification à l'international pour les CPI, c'est quelque chose qui... alors déjà, c'est quelque chose qui a été mis en place à l'échelle de l'histoire assez récemment, parce que ça date à peu près de 2013. En 2012, 2013, je ne souviens plus la date exacte, mais on va dire dans ces eaux-là. Les CPI, elles ont eu la possibilité, elles ont été reconnues au niveau européen, parce que je disais qu'il y avait une harmonisation de la réglementation au niveau européen. Donc elles étaient reconnues dans une catégorie de placement qui s'appelle les autres FIA. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup, comme elles ont été reconnues, quand elles se présentaient à l'étranger comme société d'investissement en immobilier, les gens comprenaient avec qui ils avaient affaire, et donc du coup, elles ont commencé à pouvoir avoir un champ d'investissement qui était beaucoup plus important que rester uniquement en France métropolitaine. Et ça a été une bonne chose parce que quand vous collectez 5 milliards d'euros en moyenne et que vous passez à 10 voire 15 milliards d'euros de collecte sur l'ensemble du marché des SCPI, c'est bien que votre terrain de jeu s'étende et s'élargisse parce que vous pouvez déployer cette collecte. Parce que un des enjeux pour une SCPI, c'est de déployer la collecte. Et nous d'ailleurs, tu me parlais d'un peu de choses à regarder. Nous, une des choses premières qu'on regarde après avoir analysé la société de gestion, ce qu'elle fait, c'est que la SCPI qui collecte de l'argent par rapport au secteur de marché immobilier sur lequel elle se positionne, est-ce qu'elle va être capable, si demain elle collecte 150 millions d'euros, de déployer cette collecte en achetant des actifs sans être obligé d'acheter? Parce que tu sais comme moi, Paolo, que le pire des choses pour un investisseur, c'est d'être dans l'urgence d'acheter. Il faut... Pour pouvoir sélectionner, il faut pas être pressé. Donc, si une SCPI collecte plein d'argent et qu'elle est pressée d'investir,
mécaniquement, la probabilité qu'elle investisse mal est plus élevée. Voilà, c'est mathématique. Donc c'est très bien que les CPI aient pu se déployer au niveau européen. En plus de ça, pour l'investisseur, il y a un avantage fiscal qui n'est pas négligeable, puisque c'est l'emplacement de l'immeuble qui va faire foi, pour le traitement fiscal du loyer que l'investisseur va percevoir. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que pour certains porteurs de parts, parfois, ça paraît complexe, parce que quand ils investissent dans une SCPI qui est présente dans 7 pays différents, pour chaque pays de situation des immeubles, ils vont devoir faire une ligne spécifique dans leur déclaration d'impôt pour stipuler le montant des loyers correspondant à... Alors, je rassure les gens qui nous écoutent, la société de gestion leur digère tout ça dans un courrier qu'ils envoient chaque année avec en annexe l'imprimé fiscal unique, le fameux IFU qu'ils vont recevoir chaque année, puisque quand on parlait de simplification avec les SCPI, quand on détient un appartement, on doit tout faire sa comptabilité de combien on a perçu de loyer, quelles sont les charges qu'on déduit, etc. Tout ça, quand on investit en SCPI, c'est livré, c'est cadeau par courrier par les sociétés de gestion en disant qu'est-ce que vous devez déclarer, dans quelle case. Il suffit de suivre tout ce qui est expliqué. Néanmoins, quand une SCPI investit dans 6 pays, il y a 6 manières, il y a 2 manières de déclarer, mais il faut renseigner les 6 pays dans un formulaire spécifique qui est le 2047. Qui est une annexe à la 2042, donc la déclaration d'impôt classique. Mais, alors des fois, tout ce qui est qui paraît complexe a des avantages. Et en l'occurrence, ça fait du bien de se faire mal là, en l'occurrence, parce que on paye moins d'impôts. Notamment, tout ce qui est source de revenus étrangers, on subit pas les prélèvements sociaux. Donc les fameux 17,2, 17,2% de prélèvements sociaux qui sont qui impactent les revenus fonciers de source française. Les revenus fonciers de source étrangère n'y sont pas assujettis. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, le calcul rapide, ça peut aller vite selon le niveau des loyers. Et en plus, il y a un deuxième avantage, c'est que la France a signé des conventions fiscales avec tous les États de l'Union européenne et même qui sont hors UE. Il y a quelques rares États avec qui il n'y a pas de convention fiscale bilatérale. Et ces conventions fiscales, elles ont vocation à créer une règle qui va permettre d'éviter une double imposition entre le pays de situation de l'immeuble et le pays de résidence fiscale, donc en l'occurrence la France, où celui qui va percevoir les revenus va devoir déclarer ses revenus finalement. Parce que dans chaque pays où les immeubles sont situés, certains États peuvent dire, moi, comme l'immeuble est chez moi et que la source de revenus, c'est mon pays, je te taxe à la source un montant, un pourcentage du loyer que tu perçois. Donc, que ceux qui nous écoutent se rassurent, ils n'ont pas à faire des déclarations d'impôts dans chaque pays, c'est la SCPI qui paye pour eux les impôts. Voilà, donc ils ont le revenu qu'ils perçoivent, il est net d'impôts du pays dans lequel sont situés les immeubles. Donc ça, c'est très simple. En revanche, les revenus qu'ils perçoivent, il faut qu'ils les déclarent en France, même si c'est des revenus nets de ces impôts à la source. Et pour éviter donc une double imposition, les conventions fiscales prévoient 2 modes de calcul pour éviter la non-double imposition, puisque encore une fois, il y a une imposition qui a été prise à la source. Dans certains cas, dans d'autres cas, il y a une exonération, ça dépend les pays. Mais donc il y a 2 mécanismes, il y a un mécanisme de crédit d'impôt et un mécanisme qu'on appelle du taux effectif global. Et quel que soit le mécanisme, ça permet à l'investisseur d'avoir un impôt sur le revenu en plus des prélèvements sociaux qui soit... Alors, pour les prélèvements sociaux, c'est une exonération totale. Pour l'impôt sur le revenu, même s'il y a une règle de non-double imposition, il y a quand même un frottement fiscal en France, mais qui est relativement faible par rapport à ce qu'on aurait payé si on était taxé à sa tranche marginale d'imposition. Puisque je rappelle, pour les gens qui ne sont pas très experts du fonctionnement de la fiscalité en France, que quand on a des revenus fonciers, et qu'on les déclare, on est taxé à la tranche marginale d'imposition, puisqu'en France, on a un système fiscal qui fait qui fonctionne par tranche. Donc, les tranches marginales d'imposition en France, c'est 0%, 11%, 30%, 41% ou 45%. Donc, on est taxé à sa tranche marginale d'imposition, plus aux prélèvements sociaux. Là, on est taxé, donc les revenus, on n'est pas taxé aux prélèvements sociaux, ils sont réintégrés dans l'assiette imposable. Et ensuite, selon la règle de non-double imposition, il y a quand même un léger frottement fiscal
que je ne peux pas expliquer là oralement, sinon les gens vont rien comprendre, parce que évidemment, en France, on a la chance d'être dans un pays où on fait en sorte que les gens comprennent rien pour mieux les taxer. Ça, c'était ma petite pique de la journée. Mais c'est vrai que là, c'est très compliqué. Si je commence à rentrer dans l'explication, je vais perdre les auditeurs. Donc là, par contre, souvent, je l'explique par un schéma. Sinon, c'est compliqué à comprendre. Ok, mais dans tous les cas, plus optimisé par rapport à du revenu foncier sur la TMI de base, quoi. Oui. Après, ce que je dis souvent à mes clients, c'est on ne décide pas de faire un investissement pour des raisons purement fiscales. Sinon, on fait des erreurs d'investissement. Voilà. Le deuxième élément aussi qui est de plus en plus en vogue, en tout cas dont on entend de plus en plus parler, c'est le label ISR, donc l'investissement socialement responsable. Donc il y a un label ISR dit immobilier. Donc le label ISR existe, alors j'ai plus la date en tête, mais ça fait au moins plus de 10-15 ans que ça existe. Donc c'est un label qui a vocation, donc qui est fait pour les produits de placement qui font de l'appel public à l'épargne, qui a vocation, comme tous les labels, à informer les investisseurs de est-ce que ce placement-là dans lequel vous investissez, il rentre dans le cadre du label. Alors, il se trouve que c'est un label qui a été très critiqué, qui est en train d'être refondu. Il était très critiqué parce que on parlait à un moment donné pas mal de ISR washing, un peu, puisque je vais pas rentrer dans le détail du label, mais c'est un label qui laisse beaucoup de liberté à la société de gestion de définir ses propres critères et qui font que derrière, ils obtiennent ou pas le label. Toutes les sociétés de gestion n'ont pas les mêmes critères. Ces critères-là, en fait, ils doivent définir un cadre social, environnemental et de gouvernance, les fameux critères ESG, en disant nous on travaille sur l'amélioration de tel et tel critère dans notre patrimoine, et donc du coup, comme ils s'engagent sur l'amélioration et que c'est quantifiable et que c'est mesurable sur ces critères-là, que chaque société de gestion se définit et s'impose, ils obtiennent le label, mais c'est un label a priori en général, quand on parle de label ISR Best in Progress, et donc du coup, on leur donne le label et puis ils sont évalués au bout de 3 ans et le label est maintenu. Donc, en gros, bon, il y a un petit débat au niveau de la profession sur dire est-ce que vraiment c'est un label qui est efficace ou pas en d'information, de transparence vis-à-vis des investisseurs. Moi, je pense que non. Donc là, je donne un avis tranché. Et il y a plein de professionnels qui le pensent aussi. Mais néanmoins, ça donne quand même une idée à l'investisseur de la démarche dans laquelle s'inscrit la société de gestion, notamment sur toute la partie amélioration des bâtiments. Et qui dit amélioration des bâtiments, c'est un point important, c'est que de plus en plus d'expertise immobilière, oui, parce que ce qu'on a dit sur la valorisation du patrimoine, ça me permet de faire une petite transition là-dessus, c'est que le patrimoine immobilier des SCPI, il n'est pas évalué, on va dire, au doigt mouillé par les sociétés de gestion en se disant, voilà, on les évalue un peu, on les estime un peu comme on veut. Elles ont l'obligation de mandater un expert immobilier indépendant qui est élu pour 6 ans. Et cet expert immobilier indépendant fait une cartographie du patrimoine et estime l'ensemble du parc immobilier. Ce qui fait que c'est des valeurs qui sont estimées de manière totalement indépendante de la société de gestion. Ce qui aussi est là pour rassurer les investisseurs. Donc, les experts immobiliers aujourd'hui ils prennent de plus en plus en compte tous ces éléments d'amélioration de consommation énergétique des bâtiments, tout ce qui est lié au social, à l'emplacement, aux critères de gouvernance. On va dire, bon, surtout la performance énergétique des bâtiments quand même. La part de la valeur d'un actif aujourd'hui, en tout cas le fait de prendre en compte ces éléments dans la valorisation de l'actif aujourd'hui, cette part-là, elle est plus importante qu'il y a 5 ans, encore plus importante qu'il y a 10 ans, et ça le sera encore plus dans les 10 prochaines années. Parce que c'est des éléments qui sont inévitables dans l'évolution naturelle de la société, des attentes des investisseurs, etc. Donc, les experts immobiliers indépendants en tiennent compte dans les valorisations. Et donc, une société de gestion qui a demandé à obtenir le label ISR pour sa SCPI, c'est qu'elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Et comme elle s'inscrit dans cette dynamique-là, potentiellement, ça donne un indicateur sur le fait que les valeurs devraient être tenues dans le temps parce que la SCPI s'engage à travailler ces sujets-là sur l'ensemble de son patrimoine immobilier. Voilà. Sur la partie justement expertise et valorisation, donc on est d'accord qu'il y a une différence dans la valorisation des parts de l'actif immobilier par l'expert immobilier par rapport à la valorisation, la valeur de marché quand on détient simplement en propre un actif,
où finalement le prix du marché, c'est plutôt le prix auquel il s'est vendu, donc il a trouvé preneur. Là, en l'occurrence, il y a un petit décalage qui est que dans la méthode de valorisation, il y a l'ISR qui est réellement... Je vois où tu veux m'amener et tu fais bien de m'amener là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose pas mal de clients en me disant déjà, est-ce que moi je peux faire un coût immobilier en achetant les SCPI? C'est-à-dire, j'ai des clients qui me disent est-ce qu'il y a des SCPI qui sont décotés sur lesquels il y a un coût à faire? Parce que on pense que et ensuite la deuxième question qu'on me pose c'est est-ce que on peut vraiment est-ce que les estimations immobilières sont fiables? Dans quelle mesure on peut faire confiance sur la fiabilité de ces estimations? Parce que nous, on n'a pas le regard nécessaire pour savoir si finalement les biens sont estimés à la bonne valeur dans le parc immobilier. Alors, la première chose ce que je vais te répondre, c'est on n'investit pas en SCPI pour faire un coût immobilier. Si on veut faire un coût immobilier, on achète un appartement en direct, on est patient. En SCPI, on n'est pas là pour faire un coût immobilier. Néanmoins, vous allez voir que on peut se positionner sur des SCPI que l'on considère légèrement décotés par rapport à la valeur réelle du patrimoine. Alors, comment on fait? Donc, il y a des experts immobiliers indépendants qui expertisent le patrimoine. Mais comme tu le disais justement, ce n'est pas une valeur vénale, c'est-à-dire ce n'est pas une valeur de marchande, de transaction. On s'aperçoit dans beaucoup de cas de figure que les SCPI, quand elles vendent le bien, elles le vendent généralement, donc pas tout le temps, hein, mais souvent, elles le vendent à des prix plus chers que les valeurs d'expertise. Parce que la valeur d'expertise, c'est une valeur, qui est estimée, qui tient compte de critères mathématiques aussi, en disant, bah, si un bien aujourd'hui il a ça, on estime que ça. Et en plus, les experts immobiliers, ils sont relativement prudents dans leur approche, justement parce que l'idée, c'est que les SCPI ne soient pas un produit spéculatif et donc où il n'y ait pas de volatilité importante d'une année sur l'autre sur les valorisations. Donc, ils sont plutôt prudents dans leurs recommandations et dans l'estimation de la valeur des actifs qui sont détenus par les SCPI. Donc, ça, c'est rassurant pour les investisseurs parce qu'ils se disent, j'investis dans une SCPI dont le patrimoine qui la compose est estimé, expertisé de manière plutôt prudente. Voilà. La deuxième chose, c'est que pour éviter ces effets de volatilité, enfin, un changement de prix de part d'une année sur l'autre, la réglementation a défini la manière dont le prix de souscription de la part devait être fait chaque année par les sociétés de gestion, de manière à éviter justement à ce qu'une année, la part, elle prenne plus 10, l'autre année, elle prenne moins 10, ce que les investisseurs détestent quand ils veulent investir dans l'immobilier, c'est-à-dire avoir de la volatilité ou des fluctuations fortes de valeur. Quand ils vont en bourse, ils sont prêts à ça. Quand ils investissent dans l'immobilier, ils veulent éviter ça, surtout quand on leur parle de mutualisation et de diversification. Voilà. Donc, ce qu'a fait toute la partie réglementaire des SCPI, ce qu'elle a défini, c'est l'expert immobilier, il expertise les immeubles. De ces valeurs d'expertise en ressort ce que l'on appelle une valeur de reconstitution de la SCPI. Et ça, c'est un des indicateurs les plus... parmi le top 5 des éléments les plus importants à regarder quand on décide d'acheter une SCPI, c'est l'évolution de cette valeur de reconstitution, parce que c'est vraiment l'évolution de cette valeur de reconstitution qui permet de voir concrètement est-ce que le patrimoine s'est valorisé, stabilisé ou diminué. Et c'est à partir de cette valeur de reconstitution que la société de gestion va définir le prix de la part. Et ce prix de part, il est révisable chaque année. Et ce que dit la réglementation aux sociétés de gestion, c'est vous devez définir votre prix de part à plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc, quand on dit de manière abusive que certaines SCPI sont décotées, ça veut dire qu'elles sont plus proches des moins 10 que des plus 10. En termes de comment le prix de part est situé. Ouais. Aujourd'hui, dans un contexte actuel où il y a on va dire, donc une SCPI qui a plus 10, par exemple, le prix de souscription, imaginons, voilà, une SCPI se situe à plus 10%, son prix de souscription est à plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'année suivante, la valeur de reconstitution baisse de 3%, ben, ils vont être obligés de baisser le prix de la part. Alors qu'une SCPI
qui aurait son prix de souscription à moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution, si l'année d'après, la valeur de reconstitution baisse de 3%, ils sont pas obligés de baisser le prix de part. Mhm. Parce ils ont quasiment 20% de marge. Tu vois? Mhm. Donc, c'est pour ça que la SCPI, c'est un produit qui n'est pas du tout volatile. C'est parce que la réglementation a permis cette espèce de tunnel à plus 10, moins 10 pour fixer le prix de part, qui fait que c'est pas parce que le patrimoine devait baisser une année pour remonter l'année suivante ou même remonter 2 années plus tard que la société de gestion, fondamentalement, va baisser le prix de part. Et donc, du coup, ça évite cet effet volatile que l'on a sur les marchés cotés. Et ça, c'est bien. Parce que les investisseurs qui investissent à un moment donné, aujourd'hui, ils se disent, OK, c'est ce que je dis à mes clients. Peut-être que le marché immobilier va baisser. Peut-être. On n'en sait rien. A priori, c'est la tendance actuelle. Mais ça peut durer qu'une année. Ça peut durer 2 ans. Et puis après remonter. D'ailleurs, si j'invite les gens à regarder ce qui s'est passé en 2008, vous constaterez tous que le marché immobilier a baissé pendant 1 ou 2 ans, notamment sur l'immobilier tertiaire, pendant 1 ou 2 ans, et qu'après il est reparti. Donc, qu'est-ce que ça va être demain là? J'en sais rien. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Moi, j'analyse les données, je les compare, je me fais une idée, voilà. Mais le fait est que en SCPI, l'avantage, comme on n'a pas cet effet volatilité, c'est qu'on perçoit notre loyer. En attendant, les valeurs, elles font ce qu'elles veulent. On regarde la tendance long terme sur les valeurs, c'est ce qu'il faut regarder. Hein. C'est la tendance à long terme. Alors qu'elle soit comme ça, parce que je veux pas faire que des mouvements haussiers, sinon donc ça peut être comme ça aussi. Mais on perçoit le revenu en attendant, et le jour où on décide de vendre, ben on fait en sorte de le faire sur un moment plutôt haussier où on a gagné sur la valeur du patrimoine. Voilà. Mais tant que c'est pas vendu, on n'a pas perdu et on perçoit les loyers, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs d'investissement qui ont d'autres avantages, comme la bourse par exemple. Et donc, sur la notion de décote ou de non-décote, bah, si on veut se protéger d'une baisse de valeur significative du patrimoine, mieux vaut investir sur des SCPI aujourd'hui sur uniquement ce critère-là, hein, qui sont plutôt situés en dessous de la valeur de reconstitution, qui ont un prix de souscription qui est plutôt entre 0 et moins 10%, que à plus 10. Voilà. Donc, c'est un des éléments qui peut être regardé. Il y a un autre aspect aussi un peu plus pratique quand on investit dans les CPI, c'est deux choses, c'est les frais qu'il faut regarder et aussi le réseau de distribution, par qui on les achète. Comment tu vois ces deux paramètres? Alors, la question des frais. L'avantage en SCPI, c'est que quand on regarde le taux de distribution, donc le taux de distribution, encore une fois, c'est le loyer annuel versé au porteur de part divisé par le prix de souscription au 1er janvier de l'année. Quand on regarde le taux de distribution et qu'on met toutes les SCPI à côté, ce taux de distribution, il est calculé sur le prix de la valeur le prix de souscription de la SCPI, dans lequel est inclus notamment les frais de souscription, quand les SCPI en ont. Aujourd'hui, il y a certaines SCPI qui n'ont pas de frais de souscription et qui ont d'autres typologies de frais qui font qu'au final, on a une charge de frais quasi équivalente sur un horizon d'investissement de 8-10 ans. Mais néanmoins, bon, voilà, si les clients veulent plus d'infos sur le détail des frais, on pourra en parler, voilà. Mais c'est pas l'objet du podcast. Mais déjà, ce que je veux dire, c'est que quand on analyse le taux de distribution, comme il est calculé sur le prix de souscription, frais inclus, on peut comparer tout de suite les SCPI entre elles sur uniquement cette logique de frais-rendement. Voilà, parce que le taux de distribution, il est net de tout frais. Mais il y a des différences de frais entre les SCPI qui s'expliquent. Voilà, il y a des frais de gestion. Je vous le disais tout à l'heure, les frais de gestion, c'est entre 10 et 15% des loyers encaissés, voire même des fois ça monte à 18 selon certaines SCPI. Et d'ailleurs, souvent celles qui sont à 18, c'est parce qu'elles n'ont pas de frais de souscription au moment de l'investissement, donc ils se rattrapent sur les frais de gestion. Bref, donc c'est pour ça que à un moment donné, il y a eu tout un toin sur les frais. Est-ce il y a trop de frais dans les SCPI? Alors du coup, il y a des nouvelles SCPI qui se créent sans frais d'acquisition, mais en fait, quand on ouvre le capot, on se rend compte qu'il y a plus de frais de gestion. Donc, le meilleur indicateur pour intégrer les frais dans la logique d'analyse de la rentabilité, c'est le taux de distribution. Donc ça, c'est pour les frais. Donc effectivement, on peut vouloir comparer les frais des SCPI, mais moi, je dis toujours à mes clients, comparer le taux de distribution, ça intègre déjà les frais. Déjà, c'est une bonne chose.
Et après, tu me posais la question, donc, du réseau de distribution. Alors, ce qui fait la liquidité d'une SCPI, c'est sa capacité à collecter de l'argent en permanence, qui fait qu'à un moment donné, parce que la liquidité des SCPI n'est pas garantie. Elle est garantie par personne. Elle a un réseau de ce qu'on appelle de distributeurs. Donc, par exemple, Willim que je représente moi, on est un distributeur de part de SCPI. Certes, les agences bancaires sont un réseau de distribution de SCPI. Alors, les SCPI de la banque, généralement, mais ça reste un réseau de distribution. Mais un plus gros réseau, donc plus gros réseau veut dire plus de liquidité quand même, on est d'accord. Généralement, ce qu'on constate, c'est que il y a à peu près 5000 conseillers en gestion de patrimoine en France qui sont susceptibles de proposer des SCPI, s'ils ont l'agrément parce qu'il faut être CIF pour ça. Et les conseillers en gestion de patrimoine, il y a plusieurs statuts réglementaires possibles, mais en tout cas, les conseillers en gestion de patrimoine qui ont le statut de CIF enregistré à l'ORIAS comme le CIF, ils peuvent proposer à leurs clients d'investir dans des SCPI. Donc c'est quand même un réseau potentiel qui est quand même plutôt important et qui pour le coup est généralement plus objectif que les banquiers. Et je dis généralement pour pas dire totalement, hein, et tout le monde l'aura compris. Donc en fait les volumes de collecte annuels, c'est un indicateur aussi qui permet de voir la capacité de la SCPI à collecter sans savoir. Quelqu'un qui ne sait pas où la SCPI est référencée, dans quel réseau, en regardant le niveau de collecte annuel de telle SCPI par rapport à telle autre, ça permet assez intuitivement de se rendre compte celles qui sont le plus référencées et donc celles qui sont susceptibles à un moment donné d'assurer une liquidité potentiellement qui peut être plus forte. Voilà. Ouais, non, c'est tout l'intérêt justement de pouvoir être accompagné ou du moins d'avoir une expertise, de sélectionner intelligemment. C'est là où on va mettre ses billes là-dedans, dans ce vaste univers. Est-ce qu'il y a des outils, des ressources que tu considères comme vraiment pertinentes qui comptent aller un peu plus loin dans ce domaine-là en fait? Oui, si les gens ont envie de se passionner pour ce secteur, je les invite à lire les rapports annuels. Vraiment, c'est une mine d'informations. Enfin, on se rend pas compte, mais les SCPI, sur les rapports annuels, elles sont à nu, à poil. Voilà, tout est écrit dessus. On sait tout. Qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui a été fait, là où elles veulent aller. S'il y a un contentieux, mais je vais vous dire jusqu'où ça va, s'il y a un contentieux avec un locataire, elles doivent le mettre dans le rapport annuel en disant il y a un procès qui est en cours, il en est là le procès, etc., etc. Donc ça va hyper loin. Donc les rapports annuels, c'est le document premier à consulter. Et après, si on veut être plus informé plus régulièrement, il y a les bulletins trimestriels, alors qui sont plus digestes, plus synthétiques, ils font 3-4 pages, qui permettent de se mettre à jour un peu sur là où en est la SCPI au fil des ans, au fil des trimestres. Et si on veut vraiment connaître toutes les particularités statutaires d'une SCPI par rapport à une autre, c'est-à-dire le vote en assemblée générale, quand est-ce que l'assemblée peut être convoquée, est-ce que la SCPI peut s'endetter ou pas, parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais les SCPI, elles ont l'autorisation de s'endetter au sein de la SCPI pour acheter des biens immobiliers. Alors, il y a 5 ans, c'était l'Eldorado, tout le monde voulait s'endetter, etc. Aujourd'hui, les SCPI, elles ont tendance à réduire la voilure sur l'endettement parce que ça peut pénaliser la performance plutôt que la booster, comme c'était le cas il y a 3-4 ans, même il y a 2 ans. Le fait d'emprunter à 1 ou 1,5%, ça boostait considérablement la performance des SCPI. Donc, est-ce que la SCPI peut s'endetter ou pas? À quel niveau elle peut s'endetter, maximum par rapport à sa capitalisation. Voilà. Et donc ça, il faut lire les notes d'information et les statuts. Tout ça, c'est expliqué en détail. Alors après, il y a plein de termes juridiques, hein, donc si vous avez envie de bien dormir le soir, vous pouvez y aller. C'est cadeau. Passez 5 minutes à lire une note d'information, je pense que vous faites un gros dodo au bout de 5 minutes. Mais ça peut être prenant et passionnant pour des gens qui ont envie vraiment de s'y intéresser fortement. Et après, il y a le document d'information clé. Donc ça, c'est un document synthétique qui est obligatoire pour tous les fonds réglementés d'ailleurs, visés par l'AMF. Il y a notamment un indicateur qui est intéressant, qui est l'indicateur de risque. Donc l'indicateur de risque, c'est un indicateur qui va de 1 à 7 et qui est un indicateur qui est défini dans son, on va dire dans son approche par l'AMF
Donc, quand vous êtes à 1, c'est capital garanti. Voilà. Quand vous êtes à 7, c'est fonds hyper spéculatifs volatiles. Bon. Donc, les SCPI, généralement, elles sont classées à 3 sur 7, dans la majorité des cas. Donc, donc ça confirme le fait de ce que je dis depuis le début, qu'on est dans une approche prudente d'investissement. On n'est pas sur quelque chose de spéculatif, voilà. Mais pour autant, vous pouvez, quand vous creusez, vous rendre compte qu'il peut y en avoir qui sont à 4. Donc là, alors pourquoi elles sont à 4 celles-ci? Donc ça, c'est intéressant de creuser. C'est qu'il y a un risque de change qui vient intervenir en plus sur la devise. La SCPI, je le répète, c'est quand même pas un produit spéculatif. Donc on n'investit pas en SCPI pour faire un coût immobilier. Sinon, on n'est pas la bonne adresse. Voilà. Bon, message passé en tout cas. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, te retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation avec toi? C'est quoi le meilleur canal du coup? Donc nous, un site internet willim.fr où les clients peuvent prendre rendez-vous directement sur l'agenda d'un de nos conseillers. Donc moi, je fais de la relation avec les clients, voilà. C'est pas parce que j'ai fondé l'entreprise que je mets pas les mains dans le cambouis. Moi, j'adore ça de toute façon. Mais ça peut être moi ou un collaborateur. Et de toute façon, les clients sont très bien reçus et très bien traités, quel que soit l'interlocuteur qu'ils ont chez nous. Et l'avantage, c'est que on n'a pas vocation à être une plateforme ou une marketplace où les gens naviguent comme ça, où il y a une intelligence artificielle qui leur dit c'est quoi le meilleur placement qu'ils doivent faire. Il y a toujours une relation humaine. On est en visio ou par téléphone. Comme on discute aujourd'hui, on bâtit des stratégies. Donc sur le site willim.fr. Comme tu le sais, j'ai aussi on communique surtout aux clients parce qu'on n'en fait pas la promotion, c'est pas l'objectif, c'est surtout un moyen aussi d'apporter de l'information aux clients en plus, mais on a créé un podcast en interne où on invite des sociétés de gestion, on discute avec elles de leur stratégie d'investissement et on le diffuse sur notre lettre des placements qui paraît tous les mois, sur lequel les gens peuvent s'inscrire dessus sur le site willim.fr. Voilà, c'est le meilleur moyen de nous contacter. Je vais pas donner mon numéro de portable parce que je voudrais pas être harcelé tout le temps le week-end, mais tous mes clients ont mon numéro de portable. Évidemment, on est vraiment disponible voilà, quand ils ont besoin. Et j'imagine, t'as un profil LinkedIn aussi éventuellement. Ouais, j'ai un profil LinkedIn où je publie pas mal sur des sujets liés à la pierre papier, mais on fait pas que de la pierre papier chez Willim. On travaille de private equity, on parle beaucoup de crowdfunding aussi. On a monté en collaboration avec une plateforme, j'ai monté avec Thomas Dansette, qui est un des cofondateurs d'une plateforme de crowdfunding, un véhicule d'investissement dédié au crowdfunding immobilier qui est aujourd'hui référencé chez Willim, où on investit sur différentes plateformes. Voilà, donc si c'est des sujets qui intéressent les clients, c'est des choses qu'on peut tester. Mais donc j'en parle beaucoup sur mon profil LinkedIn, donc je suis effectivement présent sur LinkedIn. J'essaie de publier 1 à 2 fois par semaine selon le temps. Voilà, mais oui. Ok. Top. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis ça fait c'est quand même cool de parler à un expert un peu du nos côtés et puis en particulier des CPI. Donc merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, pour la discussion du jour. Et puis je pense qu'on se retrouvera bientôt, je pense, puisqu'on navigue autour des mêmes environs, on va dire de sectoriels. Donc on va se croiser, c'est sûr. Écoute, ça sera avec plaisir. En tout cas, c'était très cool. J'espère que déjà toi ça t'a plu et puis j'aime bien qu'on puisse l'approche des investisseurs 4.0. Tout de suite, j'ai accroché quand tu m'as appelé parce que c'est une approche qui va en profondeur et qui est pédagogique. J'aime beaucoup ce podcast que j'écoute aussi. Donc j'espère que ça plaira à tes auditeurs. Sans aucun doute. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Paco. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut à toi. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.